Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre matinale, le Bonjour d'Algérie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est Mounia Ouitis pour changer un petit peu. Alors on est le lundi 19 février 2024, on est en direct avec vous jusqu'à 9h30 pour la matinale. Et au programme aujourd'hui de la matinale, c'est un riche programme. Nous allons parler patrimoine, nous allons parler d'Angéroute, enfin c'est d'Angéroute exactement. Nous allons parler aussi d'une exposition et aussi d'intelligence artificielle. Un riche programme qui vous attend aujourd'hui dans la matinale. Mais avant ça, nous commençons tout d'abord par la météo avec Amina. Bonjour Amina. Amel, pardon. Bonjour Amel. Ça va Mounia? Ça va. C'est le matin, on a du mal un petit peu le matin. D'habitude c'est à 10h30, j'ai le temps de prendre le café. Avec toi, dans un petit moment, nous allons voir la météo juste après ceci. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Alors aujourd'hui, hier et aujourd'hui, ça s'est éclairci un petit peu. Exactement. On a eu un week-end bien pluvieux. Très pluvieux. Personnellement, pour moi, il fait beau quand il pleut. N'est-ce pas? Voilà, exactement. Enfin, je trouve quelqu'un qui est d'accord avec moi. Merci Mounia. Ça me fait plaisir ça. Oui. On est peu nombreux, mais moi, on va dire ceux qui sont nés en hiver. Pour moi, le beau temps, c'est ça. Exactement. C'est les pluies. Surtout en hiver. Voilà, en hiver, c'est le beau temps. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, il fera beau, pas beau? Malheureusement, oui. Il y aura des éclaircies, voilà. Dommage. On suit avec pour toi. Nous deux, voilà. On y va? On y va. Merci Mounia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le facteur le plus important, c'est la brume matinale qui sévit en ce moment et durant cette matinée, pratiquement l'ensemble des régions nord. Puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée sur les régions de l'ouest, mais des passages nuageux persistants sur le centre et l'est. Également des passages nuageux vers les oasis, le Sahara oriental, le Égard et le Tassili, accompagnés cette fois-ci de quelques pluies probables sur le Égard qui sont parfois orageuses. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil s'en donnera à cœur joie, avec toutefois des vents forts qui vont engendrer des ondes de sable vers le Nord Sahara, le Sahara central et tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures, eh bien, Météo Algérie a prévu pour cet après-midi des températures assez agréables par endroits, avec toutefois un minimum de 12 degrés du côté d'Al-Bayad, 15 Djelfa et Batna, 17 Tizi Ouzou, également Tiaret, Alger, 18 degrés à Annaba, 20 degrés Oran, 22 Tlemcen, au sud 20 degrés du côté de Bécha, 21 Gardaïa, 23 à Biskra, 25 Ilizi, également à Drar, 24 à Tamanrasset, 26 Tindouf, Janet, 27 degrés à Borj Bedjimourtar et le maximum cette fois-ci à Ingezem avec 31 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle restera plutôt calme sur les côtes ouest et centre, peu agitée sur les côtes est, des vents faibles, 10 à 20 km/h sur les côtes ouest et centre et les vents seront variables et 30 à 40 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest. Et bien sûr, on termine cette fois-ci le bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h32 et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite de programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Espérer quelques gouttes de pluie demain ou après-demain? Non, mais le week-end probable. Donc il fera Franchement, beau week-end, on aura de bonnes nouvelles, même la neige. De la neige? Inch'Allah. Bonne idée. Si on ça ira se passe peut-être bien. faire des batailles de boules de neige ce week-end, pourquoi pas, avec les enfants. Comme on dit, oui.
Alors préparez-vous, il va faire Inch'Allah, beau. j'espère que ça va se réaliser. Ah, hein. pour moi, c'est beau. Quand Ah il oui. pleut et qu'il y a de la Ah, neige, c'est qu'il fait franchement. beau, surtout Ah en plein oui. mois de Et le février. froid aussi. Exactement. Mon Dieu. Avec une C'est bonne agréable. soupe ou une tisane à la maison. Oh là là. Rien de bon. Oui. Voilà. Et on se réchauffe. Merci encore. C'est moi. On te retrouve à midi pour Et le 19 point heures. et 19h. Merci encore une fois. moi, Liliane. Et ce que je te propose tout de suite, c'est une chanson palestinienne. Et Oui. voilà. D'accord? On y va. Alors on y va.
Bonjour d'Algérie, notre premier invité s'est installé. Bonjour Monsieur Chafa Ouzani, vous êtes architecte et vous êtes plasticien. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors vous êtes venu aujourd'hui nous parler de votre exposition qui se déroule du 15 au 29 février. C'est à la Galerie Aïda, c'est cela? Sous le thème du bâtisseur de rêve. Absolument. Pourquoi le Le bâtisseur de rêve? vernissage a eu lieu donc le jeudi passé, le 15. Ce week-end, oui. Et voilà, l'expo se poursuivra donc jusqu'à la fin du mois de février. Et pourquoi le bâtisseur de rêve? Pourquoi ce titre? Bâtisseur de rêve parce qu'en fait, dans les arts plastiques, dans l'art d'une façon générale, on est en plein dans le rêve justement. On essaie de se détacher comme on peut de cette réalité ambiante qui est très souvent porteuse de tracas, de difficultés, de choses de la vie comme on les connaît. Donc avec la peinture en particulier, donc j'essaie de suggérer, d'apporter une sorte de voyage, d'évasion, de voyage onirique un petit peu, qui fasse que l'observateur, quand il est là, le visiteur, parce que c'est c'est le but, c'est la finalité de toute œuvre d'art, c'est qu'elle soit un jour exposée, partagée et mise à disposition d'autrui pour qu'il puisse justement lui donner une seconde vie, la vivre à leur manière et l'interpréter. C'est un petit peu ça le but de l'œuvre d'art. Oui. Et justement, vous faites votre spécialité, on va dire que c'est l'abstrait, vous faites de l'art abstrait, c'est cela? Oui, disons abstrait, mais pas que. Abstrait, je fais dans l'abstraction parce que c'est pour moi une passion qui est venue pas d'un coup, ça veut dire qui est venue à travers mon style, qui a été évolutif au fil des années, mais au fur et à mesure justement de cette évolution, de ce parcours, j'ai mon penchant pour l'abstraction qui s'est développé au fur et à mesure à travers un besoin de liberté, un besoin ce besoin que j'avais d'être spontané et d'avoir le geste très fluide pour une expression. On ne pas rester toujours dans les codes. Voilà, c'est toujours. Donc, j'ai essayé au fur et à mesure de sortir des limites de cette figuration parce que justement au début j'étais dans la figuration, également le semi-figuratif, où j'avais très souvent donc cette représentation de la figure humaine, de la silhouette humaine et tout ça. Et au fur et à mesure, donc j'ai voulu m'en détacher pour aller vers un style un peu plus dans une vision différente, non pas dans une représentation disons, réaliste des choses de notre quotidien, mais dans une vision de ce qui est en nous, de ce qui est invisible, je dirais. Ce qu'on ressent, nos émotions, nos sentiments, en quelque sorte. C'est le plus important, c'est un voyage émotionnel avant tout, la peinture. Oui. C'est un peu comme, je dirais, comme la musique. Comme la musique nous apporte des émotions auditives à travers des symphonies, des notes musicales et tout ça, la peinture à travers des variations chromatiques, à travers des couleurs, à travers beaucoup de choses, donc nous apporte également ces émotions qui sont différentes. Ce sont des émotions visuelles, des émotions esthétiques. Exactement. Et chaque personne interprète, on va dire, le tableau à sa façon, vu que c'est abstrait. Donc chacun y voit ses propres émotions, ses propres sentiments, on va dire. Personnellement, c'est ce que je vois quand je vois un tableau abstrait. J'imagine une histoire, j'imagine quelque chose, pas forcément ce qu'imagine l'artiste, surtout quand on n'a pas la description. Personnellement, je préfère regarder et puis imaginer et ensuite parler à l'artiste pour savoir ce qu'il voulait dire par ce tableau-là. Absolument, justement, oui. Ça c'est une chose très importante. C'est-à-dire le fait que c'est bien que la personne ait déjà un aperçu, ait déjà une idée sur une certaine éducation visuelle pour pouvoir interpréter certains codes qui sont liés à la représentation dans l'art abstrait. Mais après aussi, c'est important qu'il se fasse sa propre vision, qu'il développe sa propre histoire de ce tableau-là, sa propre... Et c'est un enrichissement perpétuel, parce qu'il peut l'avoir de différentes façons. Différentes personnes voient cette œuvre de différentes façons, et la même personne également peut la voir de différentes façons à travers le temps qui passe. Oui. C'est pour ça que logiquement, on ne se lasse pas d'avoir une œuvre abstraite, par exemple, chez soi, parce que quand on a une œuvre figurative,
bien sûr qu'elles sont tout aussi magnifiques, les œuvres figuratives, quand elles sont bien faites, quand il y a le génie de l'artiste. Par contre, l'œuvre figurative est assez figée dans l'espace, qu'il s'agisse d'une nature morte, d'un paysage, d'un portrait, alors qu'une œuvre abstraite, elle a des lectures différentes en fonction de ce que l'on voit, en fonction de la lumière qui se projette sur elle, en fonction des jeux Et d'ombre. puis notre vision aussi évolue avec nous, et avec l'âge on évolue, et du coup on voit les choses autrement aussi. Il y a ça aussi, oui, oui, bien sûr. Et vous avez introduit aussi des graphismes dans cette exposition où on voit des maisons, en quelque sorte on va dire qu'il y a une animation à travers vos toiles. Oui, j'intègre ces éléments-là comme les maisons, comme une sorte de patrimoine bâti, comme c'est un peu, je vois ça un petit peu comme les fondations un peu de notre patrimoine, de notre culture, parce que ce sont des choses qui sont là, qui sont pérennes, qui résistent au temps, qui résistent, qui durent dans le temps. Donc, à travers la représentation de ces choses que j'ai dans ma nostalgie, dans ma mémoire personnelle, et qui sont probablement aussi existantes dans notre mémoire collective. Oui. Ces maisons, par exemple, et puis des éléments un peu forts de la représentation symbolique. Bon, il y a les formes géométriques qui sont parfois... Justement, les maisons sont entremêlées et on a l'impression qu'il y a un mouvement, justement. Oui, parce que moi, le plus important pour moi, au-delà de la maison elle-même, c'est l'effet esthétique qu'elles peuvent procurer. Donc, je ne dessine pas une maison comme la dessinerait un architecte. Oui. Vous êtes déjà architecte. Autrement, oui, mais là, je me permets de dessiner cette maison de façon tout à fait différente, biscornue. Elles s'entremêlent, elles s'entrechoquent, elles s'entrecroisent, et elles sont suspendues, elles sont parfois visibles en filigrane, et puis très souvent surmontées d'un astre, d'un croissant de lune, qui sont là aussi comme des éléments pérennes de notre environnement, qui nous rappellent un petit peu notre petitesse en tant qu'être humain devant cet univers qui est immense, et qui sont là, qui rappellent la cyclicité de la vie, parce que la Lune, elle est là aujourd'hui, elle est là le soir, elle disparaît le lendemain, elle réapparaît, et c'est l'éternel recommencement. Et puis elle est changeante aussi. Elle est changeante à travers à travers les générations, donc l'astre également. Donc pour moi, ce sont des éléments forts qui viennent enrichir la composition. Même si elle est abstraite, ça apporte une touche de figuration, ça devient du semi-abstrait. Enfin, moi, je n'essaie pas de me classer, de dire là, bon, je suis abstrait, et puis ça s'arrête là. Je travaille comme je le sens, comme ça vient. Et puis être classé dans un courant, dans un style, dans un autre, après, ça viendra après, il y aura des critiques pour faire ce travail-là. On voit beaucoup de... Alors ce que j'ai là, je vois beaucoup... Je vois le soleil, je vois les astres aussi, je vois des couleurs chaudes, je vois des couleurs joyeuses, optimistes, c'est ça? Vous êtes plutôt optimiste? Oui, je crois que la peinture m'a aidé justement à avoir cet esprit optimiste. Oui, parce que ça... Vous savez, la peinture, c'est une passion. C'est une passion, donc toute passion, quand on l'exerce, elle nous apporte du bonheur. Oui, c'est vrai. Que ce soit la musique, la peinture, le sport, beaucoup de choses, quand on les exerce, ça nous apporte un épanouissement, ça nous apporte du bonheur. Et ce bonheur, on a bien envie de le restituer, de le rendre, de le partager avec les autres, d'apporter cette part de bonheur à ceux qui, chacun à sa façon, chacun contribuer au bonheur des autres, sa petite contribution qu'il peut apporter. Oui. Et c'est important. Comment vous êtes venu justement à cette passion? Vous avez fait des études d'architecture. C'était à ce moment-là où vous avez voulu vous échapper un peu de tout ce qui était bien calculé, bien réglé, bien carré, parce que l'architecture c'est bien calculé, il ne faut pas faire de fautes à ce moment-là. Oui. Je crois qu'en fait c'est cette passion qui est venue à moi, parce que je ne l'ai pas recherchée à un moment donné, je l'ai trouvée. C'est comme ça, c'est comme une rencontre. Parce que je l'avais depuis ma prime enfance, j'aimais ça. C'est-à-dire j'étais très porté très attiré par tout ce qui est dessin, peinture, bien qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce flux d'images que l'on voit aujourd'hui sur les écrans et tout. Exactement. À l'époque, chercher l'image d'une œuvre d'Étienne Dinet, quand je la trouve, cette image, pour moi, c'est une révélation. Parce que je ne peux pas aller sur un site et trouver toutes les œuvres de Dinet comme ça. C'est une révélation. Au fur et à mesure, j'avais cette passion qui grandissait en moi. Et puis, à un moment donné, j'ai fait ce choix-là de faire de l'architecture parce que c'est tout aussi un art. Oui. C'est le premier des arts et c'est un art qui permet aussi
de produire de la beauté autrement, en 3 volumes, en 3 dimensions, En 3D, oui. avec énormément de contraintes qui viennent s'y greffer, surtout actuellement, il y a des contraintes réglementaires, juridiques, tout ça. La peinture me permet d'échapper à ces contraintes-là. D'échapper à tout ça pour être plus libre dans ma création. Et qu'est-ce qui vous inspire justement dans votre création? Qu'est-ce qui fait que vous mettez ces couleurs-là, que vous mettez ces maisons-là, ces formes-là? D'où vient l'inspiration? En fait, mon inspiration est quasi quotidienne. Vous pouvez me donner maintenant une toile blanche et là, ça vient tout seul. Pourquoi? Parce que c'est une inspiration, je dirais, qui n'est pas liée à mon environnement là, immédiat qui m'entoure. C'est une inspiration qui vient peut-être de mon subconscient, qui vient de mon fort intérieur. Et les couleurs, les émotions, toutes ces choses-là sont en moi. Donc, elles surgissent spontanément. Et mes œuvres, c'est comme ça d'ailleurs qu'elles prennent naissance. Très bien. Je n'ai pas, en général, un thème préalable sur lequel je m'appuie. C'est pour ça que je ne travaille jamais sur commande. D'accord. On ne peut pas venir me dire est-ce que, s'il vous plaît, me faire une toile représentant. Non, je ne travaille pas comme ça. Je travaille au gré de mon inspiration. Je découvre mon œuvre au fur et à mesure. Vous ne vous mettez pas de contraintes, ça vient tout seul et quand ça vient, c'est couché sur la toile. Et on peut justement, on peut voir apprécier vos toiles du 15 au 29 février. C'est une exposition à la Galerie Aïda, c'est du 15 au 29 février, intitulée Le bâtisseur de rêves. Merci encore, Monsieur Shafa Ouzani. Vous êtes architecte plasticien. Merci pour votre participation aujourd'hui. Merci à vous pour cette invitation. Merci. Merci. Et tout de suite, je vous propose un reportage de Samia Bouarour qui nous fait le portrait d'une artisane. Qui nous fait le portrait d'une artisane, tout simplement. Et on revient tout de suite après. Des scènes de vie, des personnages, des créatures façonnées à base d'argile, exposées dans cette galerie d'art à Bouchaoui. Les sœurs, thé à la menthe, maternité, mais pas seulement, l'artiste Amina Hamouten s'est intéressée au patrimoine algérien à travers ses œuvres où les tenues traditionnelles de plusieurs régions d'Algérie sont mises en valeur. Des citations populaires aussi, revisitées à la façon de l'artiste. Tout s'est résumé en passion d'argile, une passion que Amina garde jalousement depuis son enfance. À travers tout ce travail artistique, elle rend hommage à son père, qui l'a accompagnée dans ses premiers pas. Tout a commencé par une pâte à modeler. Elle découvre très vite la sculpture et plusieurs expressions artistiques pour exprimer ses émotions et ses rêves. À travers ces miniatures qui retracent des scènes de notre vie quotidienne, Amina nous transporte dans son monde magique. Oui, bonjour. Bonjour, rebonjour mesdames et messieurs, c'est le Bonjour d'Algérie, c'est la matinale et nous en rejoint sur le plateau Yazid Aït Mhidid. Bonjour. Bienvenue à toi. Ça va? On va parler d'intelligence artificielle, hein. Il faut qu'on soit intelligent. Hein. Voilà, exactement. Bon, on n'a pas besoin d'être intelligent parce que l'intelligence artificielle le fait pour nous apparemment. N'est-ce pas? Non, il nous imite, il va nous dire tout en fait. Bah justement, notre invité nous dit tout, Monsieur Mohamed Amin Riyahla, vous êtes directeur de l'École nationale supérieure des technologies avancées. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, bonjour chers téléspectateurs, bonjour Algérie. Merci. Alors on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est vrai qu'elle fait partie de notre vie au quotidien aujourd'hui. On a même un petit peu peur de cette intelligence artificielle. Beaucoup disent qu'il y a des emplois qui vont peut-être un jour disparaître grâce ou à cause de l'intelligence artificielle. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle ou plutôt l'accepter et essayer de travailler avec pour avancer? Pas du tout. Au fait, pour certaines personnes, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui va remplacer l'être humain, c'est-à-dire qui va remplacer le médecin, l'agent de sécurité, etc., etc. Mais au final, c'est un outil qui permet de perfectionner un procédé industriel, de perfectionner le travail d'un médecin. Donc, finalement, c'est un assistant. C'est plus de l'assistance que le fait de remplacer un individu dans ses tâches quotidiennes ou habituelles.
Donc c'est vrai, ça a bouleversé un peu, c'est-à-dire son existence a causé a permis de poser beaucoup de questions par rapport c'est-à-dire à son intégration au sein de la société, au sein de la communauté scientifique. Mais au final, c'est un outil comme les autres. C'est un outil qui utilise des mathématiques, de la biologie, qui s'inspire un peu du cerveau de l'être humain. Donc, on va en parler peut-être tout à l'heure des réseaux de neurones artificiels et tout ça et tout ça. Donc, mais le plus important, c'est de savoir l'utiliser. Certes, chaque outil a ses avantages, il a ses inconvénients, il y a des défis, tout ça, mais finalement, c'est un outil qui est fait de l'apprentissage, comme le fait l'être humain aujourd'hui. Il apprend comme un enfant, il commence à regarder l'environnement, il essaye un petit peu de comprendre ce qui se passe autour de lui. Mais comment ça se passe au niveau de votre école d'élite? Parce que c'est une grande école. Tout d'abord, vous pouvez nous présenter en fait cette grande école? Très bien, parfait. Donc, par rapport à l'École nationale supérieure des technologies avancées, donc c'est une nouvelle école qui est le résultat de la fusion de deux anciennes écoles qui avaient fait beaucoup de choses en matière de recherche, de formation et même de prestation de services. Donc, elle regroupe plusieurs spécialités dans le domaine des sciences et technologies et aussi l'informatique, donc y compris la mécanique, l'industrie, la logistique, la chimie, le génie des procédés, tout cela. Donc, justement, c'est-à-dire avoir un temps de spécialité au sein d'une école nationale supérieure nous a donc poussé à réfléchir à faire grandir entre ces différentes spécialités un nouveau bébé qu'on avait appelé l'informatique et l'intelligence artificielle, qui va nourrir les autres spécialités parce que chaque domaine il a ses problématiques. Il veut des fois optimiser un procédé industriel, il a envie d'améliorer donc une problématique quelque part. Et c'est justement cette informatique-là qui est incubée au sein de l'école, qui va apporter aux autres domaines cette perfection, cette efficacité dans la prise de décision. C'est autour de cela qu'on a donc lancé cette nouvelle école. On a appelé technologie avancée parce qu'on va utiliser justement les technologies avancées. Donc aujourd'hui, nos enseignants-chercheurs et nos étudiants aussi utilisent cet outil d'intelligence artificielle. Ils l'utiliseront dans leurs activités de recherche, même pour les enseignants, pour tout ce qui est pédagogie et tout cela. Bon. On commence déjà à avoir des résultats très positifs. Donc les étudiants les étudiants en informatique qui sont en première année, mais ils commencent déjà à regarder leur environnement et savoir à quoi ils vont servir dans le futur. Parce que si on prend par exemple les informaticiens qui sont dans des écoles à part, dans des universités à part, des fois ils se posent la question, ils se disent à quoi nous allons servir la société ou l'industrie plus tard quand on aura notre diplôme d'ingénieur, de master, de doctorat. Nous, on le fait sur place, c'est-à-dire ils regardent un peu, il est en communication avec les autres étudiants. Les autres étudiants leur parlent de leurs problèmes qu'ils rencontrent dans leur domaine particulier, mécanique, industrie, logistique, etc. Et les informaticiens leur disent « Ah, ça, on peut trouver une solution. » En fait, l'informatique, elle est dans l'air, comme on dit. L'informatique, aujourd'hui, tout ce qui se passe par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à toutes ces avancées scientifiques, sont le résultat des applications de l'informatique, en fait. Tout à fait, tout à fait. Mais ce que je vous propose tout de suite, avant de continuer notre débat, c'est de suivre un reportage de Hamid Rbouh, justement, qui va nous parler de l'intelligence artificielle, une définition de l'intelligence artificielle, et on revient tout de suite après. L'humain a inventé des objets permettant à ses attributs d'être amplifiés, comme la voiture, pour se déplacer plus rapidement et plus loin. L'intelligence artificielle, de son côté, représente une extension de l'intelligence humaine, incorporant la logique et la capacité du calcul des ordinateurs. L'intelligence artificielle est en passe de devenir la technologie clé de l'avenir. L'intelligence artificielle regroupe un ensemble de théories et différentes techniques informatiques pour simuler l'intelligence humaine. Cette technologie est puissante
et permet de traiter des milliards de données pour effectuer des calculs, discuter, jouer, traduire des langues étrangères ou prévoir la météo. Donc, il y a plusieurs définitions pour l'intelligence artificielle, mais on va essayer d'utiliser la définition la plus simple. Généralement, je préfère celle-là. C'est un système intelligent, c'est un système qui permet de résoudre des problèmes que l'informatique traditionnelle n'a pas réussi de le faire. Je vais donner un exemple. Avec l'informatique traditionnelle, il était un peu difficile de concevoir un système qui comprend le langage naturel. Donc il y a eu des efforts, même à base de l'IA traditionnelle, mais qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Mais avec l'IA moderne, avec l'intelligence artificielle moderne à base de données, c'est l'IA numérique, on a réussi à avoir des systèmes comme le ChatGPT qui sont capables de mener une conversation avec un être humain de façon très fluide et de façon très efficace. L'intelligence artificielle est présente dans des smartphones, des ordinateurs, des tablettes, les systèmes de navigation, le transport, les finances. Elle est même présente dans le domaine de la santé. L'idée de machines capables de penser est née au XXe siècle. Dès 1950, c'est au tour des scientifiques anglais et américains d'imaginer des machines pensantes. Les années 60 et 70, l'intelligence artificielle apparaît dans la culture populaire, surtout dans les films de science-fiction, comme l'Odyssée de l'espace ou Star Wars. Les années 90, l'intelligence artificielle réintègre les laboratoires de recherche par le progrès de l'informatique ou le big data. L'intelligence artificielle Deep Blue bat le champion du monde d'échecs de l'époque, Kasparov. Au cours de la dernière décennie, les améliorations techniques développent la performance d'algorithmes. C'est l'ère du deep learning. On trouve comme exemple l'algorithme de reconnaissance faciale de Facebook ou l'algorithme de voitures autonomes. Donc l'IA, ça date de très loin, donc ça date des années 40. Donc il y a déjà, comme je viens de le dire, Alan Turing, il pensait à des systèmes intelligents. Donc il y avait aussi l'IA symbolique, c'est à base de règles. C'était l'IA qui était interprétable ou l'IA transparente. Et après, il y avait l'IA à base de données, donc il y avait les réseaux de neurones dans les années 80, etc. Et en ce moment-là, nous avons l'IA à base de systèmes très puissants, c'est l'IA numérique à base de deep learning et toutes les technologies qui viennent avec, les large language models, etc. Aujourd'hui, le champ des applications de l'intelligence artificielle est immense. Les questions éthiques évoquées à partir de 1970 sont plus que jamais d'actualité et doivent faire réfléchir au statut des futures intelligences artificielles. Voilà, on l'a vu même dans le cinéma, c'était un petit peu prémonitoire. Tout ça, on le voyait dans le cinéma, on se disait oui, c'est du cinéma, ce n'est pas réel, c'est une fiction, mais finalement, c'est la réalité. Et aujourd'hui, les machines peuvent remplacer l'humain, mais pas totalement, pas entièrement. Tout à fait. On a toujours besoin de l'humain. Pas du tout. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, remplacer l'être humain, c'est impossible. C'est-à-dire même si ce système d'intelligence artificielle, il permet on ne va pas dire de prendre des décisions, mais de proposer des prises de décision. Après, c'est à l'humain de dire valider, pas valider, etc. Donc, pour simplifier les choses, donc la machine à l'époque, comme une calculatrice, on lui donnait des données d'entrée, on lui donne l'opération et il nous donne la solution. Aujourd'hui, ce système d'intelligence artificielle avec l'apprentissage automatique ou l'apprentissage profond, on donne à la machine les données d'entrée, on lui donne le résultat, c'est-à-dire on lui montre des centaines de milliers de photos de chats et on lui dit que c'est un chat.
D'accord. Même pour l'être humain, Donc on si on nourrit lui dit, cette, tout à fait, on va le nourrir, on va lui faire de l'apprentissage, et à partir d'un certain moment, il va y avoir les données de test. On lui donne des photos et on lui dit c'est quoi ça. Lui, il a pu faire ce lien-là pour dire que cette photo contient la photo d'un chat. Donc même à l'humain, quand on lui dit comment vous savez que c'est un chat, on ne peut pas le dire. C'est qu'on pourra faire apprendre à un enfant les couleurs, les formes et tout ça. Et Donc puis il a fait un travail intéressant sur l'addiction aux écrans. Tout à fait. Il vient de nous expliquer en... Voilà, c'est une application que j'avais proposée il y a à peu près 2 mois pour des psychiatres et des psychologues. C'était une application intégrée au smartphone qui surveille un petit peu l'utilisateur, que ce soit le temps de connexion, les périodes dans lesquelles il est connecté, la durée, les 42 muscles du visage qui s'activent par rapport aux autres. Impressionnant. Ouais, Pour déterminer certains comportements psychologiques d'utilisateur, il est triste, il est dépressif et tout ça. Et selon l'expression de son visage, voilà. Tout à fait. Et en combinant toutes ces informations, donc le psychiatre, ce système-là, il lui fait des propositions. Il lui dit, on soupçonne un problème, par exemple, d'addiction aux écrans. Après, c'est au médecin de continuer son diagnostic déjà. Et ça permet d'orienter le médecin, de lui faire gagner du temps, de lui donner certaines remarques dans lesquelles peut-être qu'il n'aura pas la possibilité de remarquer, parce que aujourd'hui l'ordinateur il est beaucoup plus rapide, il peut stocker beaucoup plus d'informations, il travaille en permanence et tout cela. Donc ça permet justement d'aider le médecin dans ses différentes tâches. Certes, certains parlent aussi, moi je dis toujours que au niveau de la planète aujourd'hui, nous avons plus de dispositifs électroniques connectés que d'êtres humains. Oui. Parce que chacun il a en sa possession un ordinateur, un téléphone intelligent et tout cela. Même Albert Einstein, ils ne l'ont pas laissé tranquille. Tout à fait. Ils veulent même simuler le type de raisonnement d'Einstein dans la résolution de la relativité. Tout à fait. Et tous ces dispositifs électroniques, ils sont d'énormes producteurs de données. D'accord. Ces données-là représentent un trésor pour les systèmes d'intelligence artificielle, parce que c'est à base de ces données-là ces systèmes, qu'ils arrivent à apprendre, qu'ils arrivent à prendre des décisions, etc. Moi, je dis toujours, ces données-là, cette grande quantité d'informations, il faut savoir traiter ces données avec prudence et intelligence. Donc, avec intelligence, ça revient à parler des différentes méthodes d'intelligence artificielle. Avec prudence, et là, je vais peut-être citer un domaine qui est très intéressant, c'est le domaine de la cybersécurité, de la protection des données privées des personnes, la protection des données professionnelles, etc. Donc ces deux domaines-là doivent être amis, doivent marcher ensemble pour qu'on puisse vraiment réaliser des systèmes d'intelligence artificielle très efficaces, parce que l'IA aujourd'hui, elle se base sur des données qu'on appelle les datasets. Maintenant, si ces données-là sont erronées, sont corrompues, tout ça, les décisions que va prendre ce procédé ou ce système d'intelligence artificielle ne seront pas vraiment reflétantes de la réalité. Voilà, donc c'est parmi les défis qu'on peut, c'est-à-dire citer dans le domaine d'intelligence artificielle, mais au final, il ne faut pas avoir peur, c'est un domaine comme les autres. C'est un assistant, c'est un outil qui permet justement de faire avancer l'économie des pays. Aujourd'hui, dans les très grandes entreprises industrielles et tout cela, nous avons un très grand pourcentage de tâches qui sont automatisées, d'accord, ce qui permet de gagner du temps, ce qui permet de gagner de l'argent, ce qui permet de gagner beaucoup de choses. Alors, le défi de la dernière décennie, c'était la numérisation. Et est-ce que le défi de la prochaine décennie, justement, ça sera introduire l'intelligence artificielle un petit peu partout? Très bien. C'est exactement la même chose. Donc, c'est exactement vrai. L'intelligence artificielle, c'est la deuxième étape qui vient après la numérisation. Parce que il faut savoir, on va dire plutôt la transformation numérique. Quand on parle de la numérisation, ce n'est pas le fait d'avoir un document, de le scanner comme ça, de le rendre digitalisation. Voilà, sur un ordinateur. La transformation numérique, c'est toute une culture qui permet de passer à l'étape traditionnelle sous forme d'archives, format papier, etc., à une vraie transformation numérique dans laquelle nous allons donc automatiser tout un workflow d'une entreprise, etc. Donc après avoir numérisé, et là je pense que
notre pays actuellement, il donne beaucoup d'importance à l'aspect numérisation. Oui, hier Oui. au Conseil des ministres, Tout à fait. c'était le mot d'ordre, c'était en fait la numérisation. Parfait. Mais si on prend l'exemple là, du ministère de l'Enseignement supérieur, on est arrivé à une soixantaine de logiciels permettant d'automatiser carrément les différents services de l'enseignement supérieur. Donc, après avoir numérisé, là, on stocke des données de manière correcte, traitée, bien traitée. On passe à la deuxième étape qui est l'utilisation bénéfique de ces informations pour la prise de décision, pour l'amélioration des procédés industriels, etc. Et synonyme d'amélioration de notre économie de manière générale. Très bien. Enfin, j'ai une dernière question justement. Oui. par rapport à la crème des Algériens qui sont dans les grandes universités. Je parle de Kamel Youssef Toumi, de Nordine Melikchi, de tous les autres qui aujourd'hui font la fierté de l'Algérie. Et comment ça se passe aujourd'hui, donc le partenariat avec ces grands chercheurs algériens? Déjà, au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons le Conseil scientifique d'intelligence artificielle dans lequel la crème de la crème des Algériens qui est un peu partout dans le monde y fait partie déjà. Et puis nous, en tant qu'école, une nouvelle école qui touche à tout ce qui est technologie avancée, on est ouvert à tout partenariat. On a déjà commencé certaines-unes dans lesquelles on va bénéficier justement des services de nos Algériens qui sont à l'extérieur. Eux aussi ils peuvent bénéficier des compétences qu'on peut donner, nous, que ce soit à distance ou sur place, etc., à nos étudiants, nos enseignants-chercheurs, parce que comme j'ai dit tout à l'heure... Vous avez deux labels, en fait. Nous avons deux labels, justement, et qui utilisent justement les techniques d'intelligence artificielle. Et c'est une école qui peut même faire de la prestation de services à l'échelle nationale, voire internationale. Merci, M. Mohamed Amin Riyahla, voilà. Vous êtes directeur de l'École nationale supérieure des technologies avancées. Merci pour votre participation à tous ces éclaircissements. De ma part. Merci Yazid, tu restes avec nous? Merci. Non. Après, il y aura d'autres invités qui arriveront et tout. Voilà. D'accord, merci Yazid. Alors tout de suite, je vous propose un reportage sur l'obésité chez l'enfant de Lamia Bedbouda. L'obésité est devenue de plus en plus présente dans notre société. Elle ne touche pas seulement les adultes, mais aussi les enfants. Pour en savoir un peu plus et en connaître les causes, nous nous sommes adressés au docteur Oumnia Linda, médecin esthétique, nutritionniste et membre de la World Obesity Federation. Évidemment que l'obésité chez l'enfant a augmenté énormément ces dernières années et pour cause, la première cause évidemment c'est cette transition économique qui fait que on a beaucoup d'alimentation extérieure, beaucoup de fast-food, de junk food et ça c'est le numéro 1 en fait, c'est le déséquilibre entre les apports qui sont très très caloriques, surtout chez les enfants qui mangent beaucoup dehors et la sédentarité en parallèle qui sévit. Les enfants ne bougent pas beaucoup, ne vont pas à l'école à pied comme les anciennes générations. Et donc, ils vont en voiture et ils ont des goûters très caloriques. Donc, le goûter, c'est une des causes les plus importantes chez l'enfant d'obésité parce que tous les jours, on s'arrête devant une supérette, on achète un yaourt qui est sucré, on achète des biscuits qui sont sucrés, on achète un croissant, c'est du sucre. Et dans la continuité quotidienne, ça provoque une obésité systématiquement parce que c'est quand même un croissant est à peu près à 490 calories. Imaginez-vous, c'est pratiquement un repas. En plus, les croissants chez nous sont très, très gros et donc il y a de la farine, il y a beaucoup de beurre ou de la margarine avec de l'huile de palme, etc. Et donc tout ça fait qu'on mange mal, on ne mange pas sainement parce que c'est des produits transformés et aussi on mange très, très calorique. Au fait, une maman qui arrive à midi et qui n'a pas fait à manger chez elle, il est plus facile pour elle d'aller acheter de la pizza dehors, qui fait 450 dinars, que de les faire un repas avec des légumes ou des protéines, etc. Écran, jeux vidéo sont aussi responsables de l'obésité et du surpoids de vos enfants. Les enfants qui mangent pendant qu'ils jouent à l'ordinateur ou qu'ils regardent la télé, ils vont manger plus que s'ils se concentraient sur le repas à table. Pourquoi ?
parce qu'ils sont concentrés sur des images, donc ils mangent vite. Et ce qu'on appelle la tachyphagie. La tachyphagie, c'est le fait de manger vite. Donc le fait de manger vite, on a une hormone qu'on appelle l'hormone de satiété, la leptine, qui devrait être sécrétée au bout de 25 minutes. Mais si on mange en 10 minutes, on n'a pas d'hormone de satiété, ce qui fait qu'on va manger plus et plus rapidement, et donc on grossit. L'autre facteur important est le sommeil. Son manque dérègle la production d'hormones responsables de l'appétit. Le manque de sommeil, dans les dernières recommandations, les dernières études ont démontré que le manque de sommeil chez l'enfant et chez l'adulte aussi provoquait l'obésité plus que le déséquilibre calorique, presque. Pourquoi? Parce que quand on ne dort pas, on a une hormone encore, la gréline, et cette hormone, donc on a envie de manger le soir. Et évidemment, quand on veille et quand on a envie de manger, on n'a pas envie de manger des carottes. On a envie de manger du sucre, donc, ou bien du salé. Donc des choses qui ont un goût très prononcé. Soit du chocolat, soit des gâteaux, soit des biscuits, soit des gaufrettes, soit des chips et des pop-corn salés. Et là, c'est l'obésité assurée. L'obésité est un problème de santé multifactoriel. Et si on a parlé des risques pour la santé infantile, la santé mentale des enfants obèses a plus récemment intéressé les chercheurs. J'ai mis sur mon guide nutritionnel pour adolescents, que j'espère diffuser dans certaines écoles. Ce guide nutritionnel va nous dire qu'est-ce qu'il faut manger, va dire aux enfants et aux adolescents comment il faut manger sans se priver. Parce qu'évidemment, les enfants ont envie de manger du sucre, ils ont envie de manger au fast-food, ils n'ont pas envie de manger à la cantine particulièrement. Donc ce guide nutritionnel va... en fait, je l'ai fait de manière très ludique en m'adressant aux enfants. Alors, tu aimes le sucre ? Ben oui, c'est normal, c'est très bon, tu es jeune, tu as envie de manger un bonbon, tu as envie de manger un gâteau. Mais sur ce guide nutritionnel, on va lui donner la clé pour qu'il puisse manger, au lieu de manger un gâteau avec beaucoup de crème, ça c'est explosif, eh ben, on lui dira, il vaut mieux que tu manges une tarte aux fruits. Parce qu'il y a un peu de crème, c'est vrai qu'il y a un peu de farine, mais il y a beaucoup moins de gras. Donc, il mangera une tarte aux fruits. Au lieu de manger de la limonade, qui est pour moi, vous avez la limonade, les jus industriels, les chips, ça c'est Noé. Hein, c'est des conservateurs, c'est des colorants et c'est du sucre. Les trois sont cancérigènes. Donc, réfléchissons à ce qu'on donne à nos enfants. L'obésité a des conséquences sur la qualité de vie et le bien-être en général. Pour cela, il est important de la dépister et de la prendre en charge chez des spécialistes. Alors nous parlons de l'obésité et du surpoids aujourd'hui dans la matinale. Avec nous sur le plateau, professeur Samia Zekeri, vous êtes vice-présidente de la Société algérienne de l'obésité et des maladies métaboliques. Vous êtes professeur interniste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bien, je suis ravie d'être avec vous pour parler justement de ce fléau, un fléau Exactement. mondial qui est le surpoids et l'obésité. Mais qui nous touche de plein fouet. Exactement. En Algérie, je viens d'écouter le docteur Omnia, effectivement, ça concerne tout le monde et Pas que les surtout enfants. ça touche nos enfants maintenant. Exactement. Et donc c'est l'avenir, c'est notre avenir, Oui. l'avenir du pays. Et l'obésité, c'est pas juste un facteur de risque comme on le pensait avant, c'est plutôt une maladie chronique reconnue depuis 1997 par l'OMS. Et surtout, elle va être responsable d'autres maladies, d'autres maladies graves qu'on ne peut pas guérir. Exactement. Donc, il était important pour nous, en tant que société scientifique, d'alerter nos autorités sanitaires. Et nous avons trouvé une excellente écoute en Monsieur le ministre de la Santé, qui s'est emparé du problème. Il a pris à bras le corps, d'où justement le guide, que je vous ai montré à l'instant, que nous avons fait à l'intention du médecin, tous les médecins, c'est-à-dire les médecins généralistes, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, mais également les spécialistes de l'obésité. Et il y a toute une organisation qui est décrite avec les missions de chacun et comment s'occuper des malades. Voilà. Et ça touche de plus les femmes que les hommes, en tout cas chez nous. Eh bien, tout à fait. Nous avons des études qui ont montré
que finalement, si on prend l'obésité en elle-même, c'était donc entre 2016 et 2017, une enquête qui va être refaite à partir de cette année. Il y a donc 30% de femmes qui sont touchées par l'obésité et 14% d'hommes. Maintenant, si vous prenez l'ensemble surpoids et obésité, parce qu'il faut raisonner comme ça, parce que dès le surpoids, on commence à avoir des problèmes de santé, eh bien, si on prend l'ensemble, on dépasse les 50%. Hein. Donc, et si on doit écouter les projections, déjà l'obésité, vers 2030, les projections sont calculées par des statisticiens, bien on risque d'être entre 46% et 50% que pour l'obésité. Donc il faut bien faire les choses et aujourd'hui nous sommes tous engagés dans cette bataille, hein, c'est un défi pour nous pour au moins stabiliser les chiffres parce que l'escalade est trop importante. Exactement. Par exemple, les enfants, en 2007 on était entre 9 et 10%. Maintenant, on est à 14%. Qu'est-ce qui va advenir de nos enfants d'ici 2030 Les chiffres sont alarmants. C'est des chiffres très alarmants. Et il faut sensibiliser et en parler. Et c'est notre mode de vie qui a complètement changé, qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui sont en surpoids. La nourriture ultra transformée, la junk food, ce qu'on a vu aussi sur le reportage. C'est vrai que pour les parents, dire oui pour un petit peu de limonade, un peu de chocolat, mais les répercussions sont beaucoup plus grave que ce qu'on en pense. Un surpoids, ça commence déjà à partir de quel... À partir de quoi? Comment on peut définir une personne qui est déjà en surpoids? Parce qu'on a tendance à dire non, elle est bien potelée ou elle est en bonne santé. Oui, oui. Si bien que dans le temps, les mamans, quand elles devaient marier leurs enfants, elles cherchaient le surpoids et même un peu la femme bien enrobée, soi-disant, pour résister aux accouchements et au travail qu'on allait lui imposer. C'est le contraire aujourd'hui, on sait que le surpoids et l'obésité diminuent la fertilité. Alors quand est-ce qu'on parle d'obésité? En fait, pour nous, en tant que professionnels, nous allons calculer un rapport qui est le poids divisé par la taille au carré. Et à ce moment-là, si vous êtes au-dessous de 25, au-dessous de 18,5, vous êtes malnutri. C'est une insuffisance. Donc après de 18,5 jusqu'à 24,9, vous êtes de poids normal, enfin de BMI, hein, c'est le Body Mass Index ou la masse corporelle tout simplement. Et entre 25 et 29,9, vous êtes en surpoids et à partir de 30, vous êtes dans l'obésité. Il y a 3 degrés et au-delà de 40, c'est vraiment l'obésité morbide hein, qui s'associe très souvent. De toute façon, l'obésité en elle-même s'associe avec beaucoup de maladies, mais en général, quand on est dans l'obésité morbide, elles sont là, ces maladies chroniques. Justement, l'obésité est le nid de plusieurs maladies, que ce soit des maladies physiques et même des maladies psychiques, même psychologiquement, on peut en être atteint. Quelles sont toutes ces maladies? Est-ce qu'on peut pour sensibiliser justement aujourd'hui et dire que voilà, être enrobé, c'est des risques aussi pour la santé. Tout à fait. Hein. Donc, les personnes doivent se surveiller. Il n'y a pas que le médecin qui doit les alerter. En fait, aujourd'hui, on cherche l'implication des personnes dans leur propre santé. Et quelles sont ces maladies? Le risque, c'est d'abord pour le diabète, les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire l'hypertension, l'infarctus du myocarde, etc. Vous avez donc l'infarctus du myocarde, l'hypertension donne des AVC, ça les gens comprennent très vite. Et puis il y a aussi le syndrome d'apnée du sommeil, il y a quelque chose qui fait peur à tout le monde, c'est les cancers. Les cancers, maintenant on sait qu'il y a un lien physiopathologique direct lorsque vous avez des problème d'insulinorésistance, c'est-à-dire que votre corps se met, l'insuline a des difficultés à rentrer dans les cellules à cause de cette graisse qui entoure les viscères dans le ventre. C'est pour ça que c'est la graisse abdominale qu'on décrit. Eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir toutes ces maladies qui ont un tronc commun physiopathologique. Voilà. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a également l'arthrose,
il y a des lithiases au niveau de la vésicule biliaire et des reins, il Donc, y a c'est le nid le de syndrome plusieurs- d'apnée Voilà. du sommeil, des difficultés respiratoires. Il y a au moins 35 maladies et bien au-delà. Hein. Celles-là, c'est celles les plus courantes, celles qui sont largement identifiées. Alors, comment ça va se passer justement avec les médecins pour le guide? Est-ce que vous allez justement juste leur donner le guide ou il y aura une formation, il y a un programme à suivre? Comment que ça se passe? Oui, bien sûr, puisqu'on Oui. est dans le cadre d'une stratégie qui va se développer. On aura dans le futur un programme réellement national de lutte contre les maladies, contre l'obésité. Oui. Et les maladies métaboliques, l'obésité en particulier, eh bien, le ministre en fait son point d'orgue. Et en fait, il y a toute une organisation, non seulement de notre système de soins, mais également la formation qui est prévue des médecins, non seulement de premier recours, c'est-à-dire le médecin généraliste et puis les autres professionnels de santé qui sont autour, comme les psychologues, les infirmiers et tout. Il y aura aussi la formation de médecins spécialistes, soit de deuxième recours, parce que nous aurons des consultations spécialisées en obésité, et puis après, il y aura des experts dans des unités spécialisées en soins de l'obésité et de la recherche. Donc, ils feront également de la recherche. Donc, il y a toute une stratégie qui va se déployer. Et forcément, mais ça ne suffit pas. Je pense que le point le plus important, et si je ne le disais pas, je ne serais pas en accord avec l'état d'esprit de notre ministre de la Santé. En fait, tout doit partir de la prévention. Tout doit reposer sur la prévention, c'est-à-dire la sensibilisation de la société générale pour réellement regarder ce qu'elle fait, lutter contre la malbouffe. Justement, vous êtes là justement pour sensibiliser et on aura l'occasion aussi de sensibiliser aussi et bouger aussi un petit peu. Bouger. Merci encore, professeur Samia Zekri, vous êtes vice-présidente de la Société algérienne de l'obésité et des maladies métaboliques. Merci encore pour votre participation. Merci beaucoup. Et tout de suite, je vous propose un reportage de Saïda Mayouf de la numérisation des dossiers des malades au CHU de Boumates. Au service des urgences médicales de l'établissement public hospitalier de Tnia, c'est une gestion minutieuse du flux des malades qui est opérée. Sur les lieux, nous rencontrons Fatah venu pour une consultation qui, via la numérisation, pénètre dans un laps de temps très court chez le docteur devant l'ausculter. La numérisation du dossier de patient, ça facilite la tâche de médecin et non seulement ça, ça a permis une organisation. D'abord, c'est une organisation, ça permet d'abord, ça évite le temps de déplacement de médecin. Donc, on est tout le temps à côté du dossier de patient, une consultation rapide du dossier. La numérisation, une des priorités du gouvernement, demeure une véritable aubaine pour les patients, leur permettant ainsi de bénéficier des différents services médicaux sans encombre. Beaucoup de choses ont changé, il y a une nette amélioration, on est mieux orienté et il y a moins de foule qu'auparavant. C'est une organisation qui nous apporte beaucoup de réconfort. Je constate que la numérisation diminue énormément la forte pression qu'on ressentait avant. C'est plus simple pour les consultations et ça fait gagner énormément de temps. Pour les professeurs rencontrés à l'EPH de Tnia Boumerdès, il s'agit là d'un énorme pas franchi en matière de modernisation, procurant ainsi notamment une meilleure gestion du dossier du patient et un gain de temps considérable. La numérisation, premièrement, c'est la traçabilité. Les dossiers ne vont plus s'égarer. Sans parler de la procédure d'hospitalisation du malade. Il est hospitalisé, il y a un circuit à suivre. Le malade, il va aux admissions. Quand il se présente aux urgences, c'est sans papier, sans rien du tout. Aux urgences, on signale le nom du malade au niveau du bureau des admissions. Le malade, il descend, il donne son nom, il aura son billet de salle. Donc j'ai le bilan, j'ai la radiologie, j'ai les examens cliniques, j'ai l'observation du malade. Tout est mentionné sur le dossier. Si on arrive à concrétiser ce projet-là,
ça sera un grand plus pour la santé en Algérie. 30 ans que je suis là, c'est vraiment une révolution parce qu'à l'époque, on trimballait nos infirmiers, nos résidents et nos internes à trimballer de gros dossiers. Maintenant, avec un clic, on a tout le dossier devant nous et on accède à ce dossier. On a gagné du temps, on a gagné de l'argent et on a gagné en effort. Les trois choses en même temps. Le temps, c'est le clic, pratiquement, et le dossier chez nous. L'argent, c'est le zéro papier et zéro cliché. Vous avez vu que pratiquement le cliché coûte cher et c'est une coupe budgétaire pour nous. Et on a gagné beaucoup d'argent grâce à la numérisation. Et troisièmement, on a gagné sur la formation de nos résidents et de nos internes. La télémédecine, un segment phare dans le processus de digitalisation du secteur de la santé, permet de constituer un pont virtuel pour échanger les points de vue sur les cas de santé épineux, d'améliorer la formation et la gestion, ainsi que de mieux prendre en charge les patients à travers tout le territoire national. Et tout de suite, place à la sécurité routière avec Hasna Zouberi. Bonjour Hasna. Bonjour Mounia. Bienvenue à toi. Merci. Alors avec toi, nous allons parler du transport scolaire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, oui. Donc c'est un thème qui n'a pas été abordé jusqu'à présent dans ma rubrique Safety Road. Un reportage qui a été tourné au niveau dans la wilaya de Tiaret. Un sujet qui aborde en fait le calvaire des écoliers, notamment dans les localités enclavées, dans les zones d'ombre de l'Algérie, qui souffrent notamment le matin, pour aller à l'école, il faut se lever tôt, prendre le transport très tôt et dans des conditions, comme on a vu, quand on va voir plus tôt dans le reportage, dans des conditions climatiques très difficiles. En ce moment, c'est l'hiver, il fait frais, et à Tiaret, il fait très froid, effectivement. Donc, il pleuvait lors du reportage. Et ce que je voulais faire sortir à travers ce reportage, Mounia, c'est en fait le problème des autobus qui ne suffisent pas en fait pour les écoliers. Donc, pour cette localité là où on a tourné ce reportage, il y avait seulement trois autobus, donc trois fourgons pour je ne sais combien d'enfants dans cette commune, et certains enfants étaient debout. Avec le risque qu'il y a, ils devaient traverser à peu près 12 km pour aller... Les véhicules sont surchargés et les enfants ne sont pas en sécurité finalement. Ils ne sont pas en sécurité, donc il y avait des enfants en bas âge, des préscolaires, de première année primaire, et ils étaient debout. Moi franchement, je les ai fait descendre et ils sont montés avec nous dans notre véhicule de service parce que là c'était pas... On se sent en fait responsable de ces enfants. Lors de l'interview, il y avait le PAPC qui nous a parlé, donc il y avait un manque de budget, même si il y avait, c'est-à-dire la wilaya a fourni, a fait bénéficier ces localités enclavées de ces autobus, mais ils ne suffisent toujours pas, vu nombre d'enfants scolarisés. Et on va voir tout cela. Bien sûr, tout de suite, avec ce reportage qui a été tourné dans la wilaya de Tiaret. Par Hamid Al-Bouh. Il est 6h30 du matin, nous sommes au niveau du parc automobile de l'APC de Medroussa, dans la wilaya de Tiaret. Ces bus s'apprêtent à transporter des élèves des 3 paliers éducatifs à leurs établissements scolaires. Une fois arrivés au village d'Issi Mahfoud, les enfants accompagnés de leurs parents sont déjà sur place en ce froid glacial. Ils sortent très tôt par peur de rater leur place dans le bus scolaire. خاصنا اللي يكون راهم بزاوز الصباح نوضوا على 6 النقل يجينا على 7 وراه ما نخرجوش الى 4:30. ايوا رانا نقعدوا في البرد ها تصبوا علينا وجليد البرد يا عمي. انا نوضوا 6:30 والباقي الكل في يكون 7. انا نوضوا بكري اللي يديروا لنا اللي يكون الغاز. خاصنا الغاز شي خويا ولي يكون خاصنا اللي يكون الغاز. رانا نبغى في البرد الشيخ. ايوا رانا نوضوا الصباح على 7. خاصنا اللي يكون اللي كي النقل ما يجيش كيما دروك ما جاش النقل. ايوا كيما نقول نروحوا الصوب ولا يدينا بوياتنا في اللوطو ولا خاصنا الغاز. خاصنا الغاز والماء واللي يكون
Les 2 bus qui ont fait le déplacement au village de Simahfoud n'ont pas suffi. Résultat, des cris d'enfants montés en position debout, dépassant ainsi le nombre autorisé. Même si l'APC a été dotée de nouveaux bus durant cette année scolaire, il demeure insuffisant, nous dit le président de la commune de Madroussa. العام اللي فات دينا بيس جديد ولات عندنا في البارك تاعنا عندنا 5 بيس اللي راهم بيان نيطا عندنا 650 إلاف هي اللي يوميا ننقلوها من لي زون دورم تاع مدروسه للشافليو ولا ليكول بريمير تاع عين القطا. عندنا عدد التلاميذ قلنا عندنا 650 إلاف تاع لي 3 نيفو سواء ليسي ولا لو سيام ولا البريمير. عندنا 117 إلاف بريمير ننقلوهم ليكول تاع عين القطا. عندنا 420 تاع السيام اللي ندوهم من المناطق الفنيه هذو حتى السيام تاع لاراشي المسلم مدروسه. وعندنا 117 تاع الليسي. عندنا 2 لين لا لين تاع لارين 14 لارين ناسيونال 14 وعندنا دبليو في 9. نتمنى ان شاء الله غادي نخدموا بريمير ان شاء الله في المنطقه تاع سي محفوظ اللي غادي تنقص النقل تاع لاشارج تاع عدد التلاميذ هذو. Le transport scolaire permet aux enfants dans les zones d'ombre de rejoindre les bancs des écoles. Mais leur surcharge met en danger ces écoliers en cas d'accident de la route. La seule solution serait la construction des écoles primaires dans ces zones reculées, nous disent les habitants. Alors, un reportage de Hasna Zouberi, je m'excuse. Je t'en prie, Mounia. Donc, on le voit, c'est vrai que les enfants sont dans des conditions, il faut dire, très difficiles. On parlait de conditions climatiques, mais aussi des conditions dans lesquelles ils traversent tout un village pour aller au chef-lieu de la commune pour pouvoir être scolarisés. Donc ils se lèvent très tôt. Et malheureusement, le jour de tournage, en fait, il y avait un autobus qui est tombé en panne. Voilà. Donc il y avait encore plus d'enfants dans 2 bus. Tout à fait, dans 2 bus, et c'était une surcharge. C'était pas possible. Il y a certains enfants qui ne sont pas partis à l'école. À l'école, oui. Parce carrément. que le transport n'était pas là, parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Oui. Et on l'a vu en image, les enfants étaient vraiment... Certains debout. Les plus grands, oui. C'est vrai que c'est pas... du lycée et du collège étaient debout. Ceux des primaires, donc ils se partageaient deux places pour 4 enfants. Voilà. Oui. Donc, ce n'était pas vraiment dans des conditions de sécurité totale pour les enfants. Exactement. Merci Hasna. C'est moi. Merci encore. Moi. On te retrouve la semaine prochaine, c'est ça, pour la matinale toujours. Voilà. Pour un autre thème, Inch'Allah. Voilà. Et tout de suite, je te propose une chanson pour la Palestine et on revient.
plateau du Bonjour d'Algérie et place maintenant au patrimoine avec Amina Zeri. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. واش راكي؟ لاباس الحمد لله. واش راهي جملتكم؟ راكي مع الصحة؟ الحمد لله بخير. فينا لاباس. زمان ها مولا البيت. Oui. Très heureuse de te retrouver, Moi aussi. Mounia. Oui, ce moi aussi. matin, très heureuse. Donc effectivement, c'est le patrimoine culturel algérien. J'invite nos amis téléspectateurs à une très belle balade au cœur de la Casbah d'Alger, cet endroit mythique, lieu de mémoire et d'histoire. Donc la Casbah, dans quelques jours, on va fêter bien sûr le 23 février, c'est la journée de la Casbah. Donc j'ai pensé à inviter nos amis, et t'inviter aussi à une balade à la Casbah. في قلب القصبة عند خيامة ماما خيامة يما. Et ça te dit quelque chose خيامة? Oui, bien sûr. خيامة c'est la زمان ما كانوش يقولوا La كوزينة cuisine. كانوا يقولوا. Il y a encore des personnes qui le disent encore. Dans mon entourage, en tout cas, oui. الناس زمان كانوا يقولوا الخيامة. Donc الخيامة nos grands-mères كانوا يقولوا لها الخيامة ما كانوش يقولوا الكوزينة. الوساجرية يقولوا لك واش راهو مولا خيمتك؟ واش راه مول البيت؟ مول البيت. يعني الخيمة الدار. Voilà, donc عندنا هاد الحاجة تاع بلادنا. Donc c'est une petite balade à travers notre invité ce matin. Voilà, exactement. Voilà. Madame Kinza Mgnin, vous êtes artisane. Bonjour, bienvenue à vous. Mounia, merci pour votre invitation et votre accueil. Donc, justement, la balade se fait chez Madame. Chez Madame Kinza, qui a réussi à transformer un lieu désert en un lieu touristique qui attire des centaines de visiteurs quotidiennement. في القصبة. ويعني حكايتها مع ce projet حكاية دونك تحكيها لنا كنزة. صباح الخير ومرحبا بك معنا كنزة. Amina, merci beaucoup pour l'invitation. يعيشك. Je suis charmée de faire votre connaissance, Mounia. Le projet هذا كان حلم, c'était un rêve. والحمد لله, il s'est réalisé quand même. Comment elle est venue l'idée d'origine, c'était l'idée de mon père, ربي يرحمه. D'accord. Vous êtes natif de la Casbah? Oui, je suis de père et de mère de la Sidi Casbah. Ramadan plus exactement. Non, c'est la rue Nfissa. Un peu plus bas. ماشي بعيد عليكم جامع سيدي رمضان. Non, c'est un peu plus bas. C'est mon quartier. D'accord. Là où j'ai ouvert mon projet, c'est Dermdan, Aïn Mzouqa. Dans Aïn Mzouqa, donc Khiyam Mama, c'est situé à proximité de Aïn Mzouqa, ou l'Aïn colorée. Donc c'est l'une des célèbres fontaines à la Casbah, n'est-ce pas? Oui, parmi beaucoup d'autres, oui. Rue de la Casbah, elle est connue rue de la Casbah. Maintenant, c'est des Driss Hamidouche. Mais elle est connue rue de la Casbah parce que c'était la rue principale de la Casbah, une grande rue. Bien sûr, mais Khaled, c'est comme mon père. Et c'était l'ami de mon père aussi. Alhamdoulilah, je suis bien entourée quand même. Alhamdoulilah. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de visiter Khiyama Marhati. Non, justement, ça sera l'occasion. Il ne faut pas rater alors. Oui, mais avec plaisir. C'est un endroit génial où on sent les saveurs de l'Algérie. Le حلوة الطابع, الغريبية, المحنشة. Tout ce qui est traditionnel et ancien et algérois. احكي لنا شوية عن l'endroit كنزة. كيفاش بديت نقول لك دركا كي نشوف روحي comment je suis maintenant, je réalise que j'ai jamais imaginé que je pourrais arriver à ce stade. Parce qu'au début c'était un désert, c'est le mot, un désert vide. Mais maintenant, alhamdoulilah, ils viennent de partout et ils cherchent où se trouve Khiyam Mama. On veut parler avec la dame, on veut être ses invités. Parce que tous ceux qui viennent chez moi, je les considère comme mes invités. Le sourire, l'accueil, la discussion, on se partage les idées, on fait des connaissances. Ils viennent de partout, même des étrangers, ils aiment ça. Justement, elle reçoit de la visite d'un peu partout, c'est-à-dire même des personnalités du monde entier. Des célébrités et tout. De partout, oui. Du monde arabe, de notre pays, ceux qui vivent à l'étranger et même ceux qui vivent en Algérie. Ils sont tous attirés par le truc patrimoine. Tout ce qui est traditionnel, ils sont attirés. Parce qu'on est en manque.
Exactement. C'est ça qui nous... Les choses ont tellement évolué qu'on a tendance à oublier un petit peu notre racine, nos traditions, nos gâteaux, petits gâteaux traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, il faut que ça soit comme ça ou comme ça. Donc voilà, le prestige. Voilà, le prestige. Et on a oublié un petit peu ce qui faisait qu'on était nous. Voilà, notre simplicité. Et du coup, on vient chez vous? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez commencé ce projet seul ou entouré de vos amis ou famille? Comment vous vous êtes lancé? Est-ce que c'était votre projet ou c'était un projet familial? Non, c'est mon projet, mais mon soutien, c'était mon mari. Il est toujours mon soutien. Je salue de passage. Oui. Monsieur Megnine Mahfoud. Non, Mahfoud Ammar. Moi, je suis épouse Mahfoud. Je suis née Megnine. Et j'ai toujours eu ce petit problème parce que toujours je me dis Megnine. Mon mari me dit je suis là. Et voilà, je suis là moi. Et je me dis, il me dit, je te laisse, c'est ta progéniture de mon père. Bien sûr, je suis fière d'être la fille de mon père. De nos parents. Mon mari, c'est mon soutien jusqu'à maintenant. Et les doigts de ma mère. Surtout ça. Ce qui est important, Mounia, c'est que je voulais dire une chose très importante. Pour réussir dans un projet touristique, on n'est pas censé d'avoir c'est-à-dire des moyens, de grands moyens. C'est-à-dire il suffit d'avoir des idées, de bien faire aussi. Et croire en soi. Aussi de mettre en valeur toute cette richesse qu'on a sur le plan traditionnel, patrimoine culturel, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut avoir confiance en soi. Après le bon Dieu, bien sûr. Il faut avoir confiance en soi qu'on peut arriver. Malgré nos mais on arrivera, Inch'Allah. C'est pas facile, surtout pour une femme. Je précise, surtout pour une femme. Parce que mon projet, je l'ai fait dehors. En plein air. J'ai une petite boutique. Ils n'ont pas accepté les... Pas facilement, mais alhamdoulilah. Maintenant, tu es devenue toi aussi une star très connue. ما نقدروش نروحوا للقصبة بلا ما نروحوا عند كنزة. Et c'est ma simplicité qui m'a fait grandir. Exactement. Et je reste toujours simple, alhamdoulilah. Zawaliya, celui qui n'a pas d'argent, il mange. Il tient un gâteau, il n'a pas à quoi payer, il mange. On est tous passés par une période qu'on peut pas se permettre beaucoup de choses. Alors on نحسوا بالناس. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ce qui est bien aussi, c'est que كي تروحي منيا لهذا l'endroit الشباب, notre amie Kenza, elle a fait revivre toutes ces traditions, c'est-à-dire الزرنا حاضرة, الحنة. Moi j'ai assisté une fois où درتو الحنة pour les enfants, pour n'est-ce pas? Des fois, il y a des excursions d'écoles, des écoles privées ou étatiques. Et ils s'installent chez moi parce qu'ils trouvent les tables, l'accueil, le sourire. Alors, mettez-vous à l'aise, je leur sers du thé, du café fait maison. Alors, ils font leur recette. Tout ce qui est ancien, même les trucs que je présente, ils sont anciens. J'aime pas donner le prestige. Oui. C'est واحد تاع ma mère, واحد تاع ma belle-mère, ربي يرحمها. Tout ce qui est ancien, je le garde. Sur un tabouret. Oui, tout est simple. Il y a des gens qui me disent... algéroise. Oui, typiquement algéroise. تاع nos grands-parents. Mais كاش هذيك البرستيج ولازم تكون حاجة luxe. Non. Le luxe se trouve ici. Exactement. Tout est dans la simplicité. Il y a aussi nos émigrés qui visitent quotidiennement cet endroit. Justement, باش يشموا ريحة الزمان, ريحة الوالدين surtout. Il y a des gens qui viennent de partout, de l'Angleterre, d'Amérique, qui me disent Wallah ya maman, parce qu'ils m'appellent tous maman, le titre de ma boutique. Ils disent Wallah ya maman, on tient de venir vous voir rien que pour revivre les moments qu'on a vécu avec nos mamans. Ils se retrouvent comme si جاو عند يماه, واحد جا عند يماه يقول لك يما توفات, مي كي نجي لهنا وتحطي لي السني والقهوه, je me retrouve. C'est la nostalgie. Oui, la nostalgie qu'il est. Vous avez préparé un programme spécial pour le mois de Ramadan, Inch'Allah. Vous avez pensé à ça? J'ai pensé, mais c'est pas facile. Oui, je suis en train de réfléchir. Oui, tout le monde me demande pourquoi vous n'ouvrez pas le Saharat. ديرينا سهرات يا لو كان بلي ويكاند قلت لهم ان شاء الله الا كتب ربي. Moi j'espère que cet endroit sera vraiment mis en valeur par l'APC de la Casbah, pourquoi pas. انا j'aimerais bien لو كان كي نجي نصيب الزليج في الحيوط, لانه pourquoi? Parce que le zellij il fait partie quand même de notre patrimoine culturel algérien. Pourquoi pas la pierre par terre, oui, on aimerait bien, oui.
Déjà, moi, récemment, j'ai peint le mur d'en face de chez moi. Et c'est un peintre que je le salue de ce coin. Khouya Mustafa Londré, c'est un artiste. دار لي قصبة صورها لي في حيط. دار لي une ruelle avec une terrasse à la vue à la mer, des escaliers, des petites maisons, une femme qui rentre chez elle avec un couffin بالحايل, qu'un homme avec un طربوش et le couffin داخل الدار. القفة تاع الدوم qui est aussi le symbole de la résistance durant la guerre de J'ai même un libération حايك nationale. مرمى, un vrai مرمى qui date depuis 100 ans. C'est à ma grand-mère. يجيو الناس يتلحفوا ويتصوروا. زدت درت لهم الحيط هذاك alors comme si comme داخلين الدويرة. Moi j'essaie avec les moyens du bord de donner avec organiser l'harmonie. aussi des événements peut-être pour des journées bien précises. Oui, j'envisage, oui. Et pour justement la journée de la Casbah, Casbah, vous avez l'intention. Quel est le programme justement de la journée de la Casbah? La journée de la Casbah, j'essaie de préparer des confitures traditionnelles. Comment je prépare des confitures, mais je vais préparer. Elle est spécialiste في تشوينة. تشوينة, elle est spécialiste. Les confitures نديرهم كامل. Alors قلت في la journée de la Casbah, je vais concrétiser ça sur le programme. Ce sera spécial confiture. Oui, spécial confiture. Ancienne, sfarjel, l'orange. معجون تباسة. Oui. Exactement. Oui. Avec une petite touche moderne. Qu'est-ce qu'on vient chercher exactement chez vous? C'est les gâteaux à l'ancienne comme on les faisait? Oui. C'est les confitures? Sans décor. Qu'est-ce qu'on vous demande en général? Moi, je persiste à donner le produit ancien. مقروطة à l'ancienne, القنيدلات à l'ancienne, زيريات à l'ancienne. Et vous les préparez sur place? Oui, chez moi et je les présente. D'accord. كاين يعاونوني, كاين اللي نتعامل معاهم ياكلوا خبزة, كاين اللي كيما نلحقش يخدموا لي une petite quantité que je présente. Mais je choisis la qualité du produit باش ما تطيحليش le niveau تاعي. Mais الحمد لله. Alhamdoulilah, voilà, donc une petite balade, c'était une très belle balade dans cet endroit fantastique. Moi, je trouve qu'il est sublime. Donc, on sent les saveurs de l'Algérie, le mazhar, le na'na, le mqatfa, في رمضان نحسوا دوك الروايح. وي حنا نشموا رمضان كي نشموا الشربه والفلفل المشوي باش تعرفي بلا كيف رمضان ولا الشربات تاع القطايف تحسي بلي راكي في رمضان. وي انا نديرهم القطايف نخدموا. Pendant la journée de Ramadan justement, est-ce que vous préparez le qtaïf et ce genre de choses? Est-ce qu'on peut venir chez vous pour bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des commandes, الناس يعيطوا لي يقولوا لي وجدي لنا قطايف طيبين. Jusqu'à maintenant محمرين même sans Ramadan, j'ai des commandes sur ça. Oui. Et vous comptez rester dans cet endroit Kenza? شوفي même نصيب même نزيد نكبر بلوس بصح لا راسي نتاعي هذاك البلاصه هذيك بديت بها. Vous avez des souvenirs aussi? جي دي سوفونير ملي كنت دراري نطلع نشري الخفاف عند الخفاف تجي عند اللبان. وي الله يرحمه عمي حمود كنا نشريو عنده. طلعي تشري الغاز عند بوشحيمه كنا نعيطوا له بوشحيمه كنا كاع ناخذوا عمي محمد ناخذوا Je suis native aussi de la Casbah. D'accord. Non, je n'ai pas vécu à la Casbah. Je suis partie quand j'avais 3 ans, 4 ans. Non, je suis partie mais grande. Mais Kenza, elle a grandi. Je suis revenue, j'ai vécu étant mariée. Vous avez côtoyé aussi les grands stars de la chanson chabée tels que Boudjma Al-Anqis, Allah yarhamou, Abdelkader Chaou, Aziz Raïs, Allah yarhamou, c'était le fils du quartier تاني. كاين بزاف. On a vécu Agoumi, monsieur Agoumi, les deux Hilmi aussi, Mohamed et Saïd Hilmi aussi, Fatiha Berber aussi. Oui, ils étaient tous des enfants de la Casbah. Exactement. سما قعدنا عايشين بهذيك الريحة. الله يرحمهم إن شاء الله يا ربي. Voilà, donc merci, يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة إن شاء الله. Je vous souhaite beaucoup de courage, Inch'Allah, et beaucoup de succès, de réussite, Inch'Allah. المرة الجاية نجو أنا أرواحهم مرحبا بكم. وي بيان سور يا ربي. أنا ديما عندي كلمة نقول لهم للناس كي يجوا يدوا حاجة نقول لهم حلي باش تولي. أكيد يدوقوا الحلوة ولا ما هذه هي. يدوق بنا ما هذه هي. يا أخي كاع يقولوا لي واش راكي دايرة فيها حاجة. أنا غير نمد لهم نقول لهم راني ما كثرتش حاجة خفيفة. سي كوم عين الفوارة كي تشربي الماء تعاودي تولي. Exactement, c'est la même chose. Inch'Allah, يعطيك الصحة. يسلمك أمينة. ميرسي بوكو. Le dernier mot à dire à tes fans. Oui, معاونيني بزاف. Les encouragements تاعهم ça me stimule à persister surtout et à continuer. ان شاء الله يا ربي. وربي يخلي لي لو ماري تاعي اللي ديما واقف في كتافي. Qui nous suit en ce moment. Oui.
il me suit et c'était prévu يجي معايا. Il a un empêchement بصح إن شاء الله. تبعني و il m'encourage beaucoup. إن شاء الله ربي يعاونك. يعيشك. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors Kenza Mgnine, pardon, vous êtes artisane et c'est Khaymet Mama. Khaymet Mama, pardon. Et Amina Zeri, merci pour cette découverte et on ira prendre un café à l'ancienne. Avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà, on est arrivé à la fin de la matinale. Il est 9h30. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve dans 1 heure exactement pour Ma famille, ma vie. Et voilà, tout à l'heure. Au revoir.